Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Hébras. Je suis très heureux d'animer et très honoré d'animer ces rencontres. Alors, on va parler, on va enchaîner assez rapidement parce qu'on a beaucoup d'expertise, beaucoup de contenu à partager. Et on va s'intéresser tout d'abord avec une table ronde donc sur les protéagineux. Mais juste avant, une vidéo d'ouverture, image. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous poser une question. Voilà, je m'appelle Thierry, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais et je fais des vidéos sur YouTube. Concernant la filière protéagineux, voilà, je suis producteur de févrole et anciennement de pois en conventionnel et aussi en agriculture biologique. On a tous conscience de l'intérêt de ces productions en termes agronomiques par rapport à la rotation entre autres, mais aussi l'apport d'azote qu'il peut apporter. Malheureusement, on se pose beaucoup de questions aussi donc sur cette filière concernant les restrictions d'usage en termes de produits phyto, les débouchés éventuels aussi, bien entendu le prix qui est toujours un enjeu majeur chez nous, et puis savoir si demain on aura des sélections variétales qui vont nous aider dans les problèmes qu'on aura en termes de ravageurs et en termes de climat. Et pensez-vous que les pouvoirs publics pourront nous aider un jour pour développer cette filière qu'ils poussent a priori et qui a certainement beaucoup d'intérêt. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Alors justement, on va en parler des protéagineux et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir François Cuvelier, directeur commercial chez Agri Obtention. On l'applaudit si vous voulez bien. Suivi de Adrien Dupuis, agriculteur dans l'Oise et administrateur de la FOP, Fédération des Oléoprotéagineux, et Céline Gillet, donc directrice générale de l'Ascara, qui nous rejoint. Allez-y, prenez place comme vous souhaitez. Céline, une première question à l'Ascara. Parlez-moi un peu de cette coopérative. Parlez-moi un peu de cette coopérative. Avec un micro, ça sera encore mieux. L'Ascara. Ouais, tout d'abord, avant de présenter l'Ascara, je remercie la GPB et CMAE de me donner la possibilité de partager sur cette table ronde et d'expliquer les démarches à la fois de l'Ascara et de la Champagne-Crieuse. Donc l'Ascara, c'est donc un petit territoire entre Reims et Troyes, à Arcis-sur-Aube, en Champagne-Crieuse. C'est 60 000 hectares de culture. C'est 600 adhérents et c'est une plaine qui permet des choses aujourd'hui avec une diversité des cultures. Et quelle place pour les protéagineux au sein de la coopérative? Alors, les protéagineux, alors, on va dire il y a un quart de siècle, mais Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, les pois faisaient 15% de notre assolement. Aujourd'hui, on a une filière niche, on va dire, pour l'oisellerie avec des pois marbrés, et c'est 500 hectares. Donc on se fait mal. Il y a de la luzerne dans notre territoire, c'est-à-dire qu'on a 2500 hectares de luzerne. On a le Saint-Foin qui est rené dans notre région. Saint-Folia, la coopérative Saint-Foin a débuté sur Arcis-sur-Aube. Et avec notre méthaniseur, on arrive à remettre des légumineuses dans les intercultures à vocation de méthanisation. Et ça nous permet effectivement de relancer aussi ces filières. Adrien Dupuis, vous êtes membre donc de la FOP, administrateur. Comment on peut expliquer qu'on était à combien 700, 800 000 hectares et qu'on va peut-être être à moins de 150 000 hectares? Il doit être allumé? Oui, c'est bon. C'est bon. Non, il n'était pas allumé. Ils sont tous allumés les micros. Donc en fait, comment oui, expliquer cette chute, très directement? Donc pour retracer, je crois que Thierry Mon l'a dit tout à l'heure, donc 1993, Parlez bien près. 700 000 hectares de pois, 2024, 122 000 me semble-t-il, 122 000 hectares de pois d'hiver et de pois de printemps confondus, donc une dégringolade vertigineuse. Donc les explications, elles sont assez simples. D'abord, dans les années, des années 80-90, il y avait déjà une aide aux fabricants d'aliments du bétail pour incorporer du pois, donc ce qui soutenait énormément la culture. Est arrivé dans les années 90, donc cette aide a été arrêtée en 1995, si mes souvenirs ne sont pas bons, puisque j'étais pas tout à fait dans le métier encore. Est arrivé le fameux champignon Aphanomyces,
Et là, ça a compliqué aussi la situation. Déjà, et aussi un changement climatique, peut-être les prémices du changement climatique avec des températures et des sécheresses assez récurrentes. Un bassin de production du pois qui s'est un peu décalé, hein, puisqu'à l'origine, il y a 30 ans, il était plutôt autour du bassin parisien et voire même dans l'extrême nord. Il s'est décalé plutôt dans les zones intermédiaires, donc alors pas forcément une baisse de surface, mais au moins une baisse de production avec des potentiels de terre plus limités. Et voilà un peu ce qui s'est passé pour les explications. Donc en fait, une spirale infernale, hein, comment dirais-je, moins de moyens, moins de semences certifiées, enfin moins d'utilisation de semences, moins de semences d'utilisation certifiées, une utilisation de semences de ferme assez importante, donc une recherche finalement qui, permettez-moi d'expliquer l'expression, mais qui piétine un peu, et la spirale descendante arrive, quoi. Alors, vous avez donné plein de facteurs, on va essayer de les reprendre un peu séparément. Effectivement, il y avait un prix qui était intéressant sur le plan économique, qui ne l'est plus aujourd'hui. Un prix payé aux producteurs. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Sur le plan économique, aujourd'hui, c'est intéressant ou c'est pas intéressant pour un producteur ? Sur le plan économique, en fait, ce qui grève vraiment la rentabilité de la culture du pois aujourd'hui, c'est le rendement. On fait les rendements 2024, c'est une trentaine de quintaux en France pour le pois d'hiver et moins de 20 quintaux pour le pois d'hiver. Donc 30 quintaux pour le pois de printemps, moins de 20 pour le pois d'hiver. Donc comment voulez-vous faire un résultat économique ? Le pois, je crois qu'aujourd'hui, ça vaut à peu près en prix spot environ 300 €. Je pense que l'agriculteur, s'il vend des pois aujourd'hui, touchera entre 280 et 300 €. Comment voulez-vous faire un produit brut raisonnable quand vous faites 3 tonnes à 300 €? Ça fait 900 € de l'hectare. Vous couvrez les charges proportionnelles, mais vous ne couvrez pas les charges de structure, vous perdez de l'argent. Et on pourrait aussi incorporer, en intégrant même les 100 € d'aide couplée. Donc il y a un vrai problème de revenus pour l'agriculteur avec cette culture. Il y a un véritable revenu pour cette culture. Et on essaie de lui dire, attention, il y a plein d'avantages à cette culture, mais si le revenu n'est pas au rendez-vous, ça pose problème. Mais de toute façon, les agriculteurs, on n'est pas philanthrope. Si on ne gagne pas d'argent, on ne va pas en faire. Donc, il faut qu'on gagne de l'argent. Si l'agriculteur gagne de l'argent, il fera des pois. C'est juste évidence. Et toute la chaîne suivra. Les OS, les transformateurs et autres. Donc, on a moins d'hectares, mais on a aussi moins de taux d'utilisation des semences certifiées. En fait, la semence de pois coûte... je crois que le pois, c'est une plante qui ne fait pas beaucoup de graines, entre guillemets, au mètre carré, donc ça coûte relativement cher à l'hectare. On est à peu près autour de 200 € de l'hectare en semences certifiées, donc c'est un souci, quoi. Néanmoins, allez, je ne vais quand même pas dire que des mauvaises choses, on s'aperçoit que les semences certifiées en général sont plutôt plus performantes que les semences de ferme, et je le dis à titre personnel. François Cuvelier, l'année 2024 a malheureusement été catastrophique, plus que catastrophique. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a, déjà dans les pois, il y a les pois de printemps et les pois d'hiver. Donc, en pois d'hiver, comme l'indique son nom, le pois d'hiver aime globalement bien l'hiver. Et c'est vrai que la sélection a travaillé beaucoup ces dernières années à l'endurcissement en fait au niveau du froid et des froids plutôt secs qui arrivent durant l'hiver. Et on a depuis ces dernières années des hivers où on a quand même des redoux pendant les périodes d'hiver, et le pois continue en fait son développement pendant l'hiver, et on a eu des froids tardifs, des petits froids qui viennent faire pas mal de lésions au niveau des feuilles, et aussi vraiment une humidité permanente qui a vraiment joué sur la maladie. Ce qu'il faut comprendre par rapport au pois, c'est que c'est une vraie course contre la montre, contre la maladie. Et en fait, s'il n'y a pas de conditions favorables au développement du pois à la sortie d'hiver, la maladie, elle évolue plus vite que le développement du pois. Et donc, il y a un moment, en fait, elle vient tuer la plante. Donc, c'est vrai que sur le pois d'hiver, on a vraiment une année très, très compliquée. C'est un petit peu moins vrai sur le pois de printemps, qui globalement a eu, lui... des conditions avec de l'eau au printemps, mais on a eu tellement d'humidité à la sortie du printemps que les maladies qu'on retrouve sur le pois d'hiver, on les a aussi retrouvées sur le pois de printemps. Et donc globalement, le résultat est quand même décevant en termes de rendement. Et la févrole, ça en est mieux sorti ? Alors oui, la févrole est un peu la gagnante de ces 2 dernières années très humides.
elle valorise beaucoup mieux l'humidité. Donc globalement, on a des rendements qui sont beaucoup plus satisfaisants en févrole. Vous, votre diagnostic, vous rejoignez les mêmes facteurs qui ont été cités. Pourquoi ça va mal depuis des années avec le pois? Oui, effectivement. Bon, déjà, c'est vrai que la moyenne nationale, elle a diminué parce qu'on a décalé quand même les zones de production et globalement, on se rend compte aussi que les agriculteurs mettent le pois pas toujours dans la meilleure parcelle, donc ça, c'est un point. Après, il faut quand même dire que malheureusement, le pois dans certaines zones, il a eu ces problèmes-là parce qu'il est revenu trop souvent dans la rotation. Et on parlait de la rotation blé-pois. Et c'est vrai qu'au minimum, le pois doit revenir tous les 6 ans aujourd'hui dans une rotation. Et là, certainement, voilà, il y a eu la Phanomyces et certainement que la sélection, on n'est pas arrivé avec une solution assez rapide. Quand on voit des maladies liées à des retours assez forts dans la rotation, comme en betterave, etc. Et puis après, le changement climatique. Donc c'est vrai que moi je dis souvent que le pois ne craint pas le manque d'eau, mais il craint vraiment les stress thermiques. C'est-à-dire qu'une fois que le pois est enraciné avec les nodosités, il faut bien se rendre compte que c'est azote illimité. Et donc, un des vrais problèmes qu'on retrouve, c'est d'avoir des coups de chaud pendant les 15 périodes la période de floraison. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver des moyens d'éviter ça. Le pois d'hiver était une solution, mais malheureusement, il faut qu'on résoute des problèmes durant l'hiver pour réussir à décaler ces périodes de floraison. Et justement, si on regarde au niveau européen, en Europe du Nord, est-ce qu'on arrive à être justement pas dans cette zone de stress thermique sur la floraison qui pose problème, ou ils ont les mêmes problèmes que nous? Ce qui est marrant quand on regarde l'Europe, c'est que si on regarde l'Europe du Sud, on voit un petit peu les problèmes ou les solutions qui vont nous arriver pour le futur. Et si on regarde l'Europe du Nord, on a le passé. Mais en Espagne, par exemple, ils cultivent du pois de printemps à l'hiver, puisque ils n'ont pas du tout de froid, donc ils sèment les pois de printemps au mois de novembre-décembre, et du coup, ils évitent les coups de chaud de l'été. Et c'est vrai que dans les pays du Nord, on a moins de problèmes liés à ça et encore pas mal de cultures de pois de printemps. Et il y a aussi la problématique insectes qui est moins forte, puisque par exemple sur la févrole, il y avait un point aussi qu'on peut souligner, c'est qu'on a perdu des débouchés avec notamment la bruche et des cahiers des charges qui demandent très peu de bruche. Oui, Céline, vous confirmez ce propos? Oui, alors nous à l'Ascara, l'intérêt des oléoprotéagineux, il est marqué. On a 7 personnes à l'agronomie c'est énorme par rapport à la taille de notre coopérative. On est 75 agriculteurs, 75 collaborateurs, pour 600 agriculteurs, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un vrai intérêt des agriculteurs aller chercher de l'innovation et répondre aux enjeux sociétaux. Aujourd'hui, il y a vraiment une démarche probante de conservation des sols et les oléoprotéagineux nous y aident. Clairement, la structure du sol, elle doit être revue avec une meilleure structure. On sait que pour les aléas climatiques, d'avoir des sols qui soient de bonne structure, c'est très très important. Et donc le retour des pois fait partie de cette structure avec un apport de matière organique. On travaille aussi des sujets biodiversité. On a eu une thésarde qui est venue encadrée par l'INRAE, qui est venue pendant 3 ans travailler des thèmes qui sont peu abordés finalement, que ce soit la perte de phosphore ou la biodiversité. Et on poursuit aujourd'hui avec des projets apprivoises dans lesquels on trouve AgroSolutions, on trouve les instituts techniques avec l'ACTA, on retrouve SMAG pour l'organisation des données. Et on travaille sur des projets pour mettre à disposition des agriculteurs vraiment des outils qui leur permettent de suivre la structure de leur sol et la biodiversité. Et on sait aujourd'hui que la luzerne, on a des bandes qui ne sont pas récoltées, on voit des champignons, on voit une meilleure mycorhisation, et on a besoin de cela
demain travailler nos cultures. Nos clients également, si Jean-Paul, je peux aller sur ce sujet-là, mais nos clients historiques, malteurs, brasseurs, ont annoncé 2035 sera zéro carbone net. Et aujourd'hui, pour mener ces démarches, on l'a dit, François l'a dit, les rotations chez nous, c'est effectivement une moyenne de 6 ans. Donc 2035, c'est demain, et on a besoin de retour d'oléoprotéagineux dans notre sol, dans notre région. Mais Adrien, vous vous dites, à très court terme, là, si on fait rien, si on ne tire pas la sonnette d'alarme, le poids, il est mort. Mais c'est le constat qui a été fait par la FOP et même l'interprofession. Il y a quelques années, on est arrivé à un tel point que on se posait vraiment des questions sur la pérennité de la culture du poids en France, et c'était pas envisageable. C'est pas envisageable pour le syndicat des producteurs de l'OPRO et même pour l'agriculteur que je suis d'entendre ça. On l'a rappelé, le poids a toute sa place dans les assolements et a un grand intérêt agronomique, un grand intérêt environnemental et même un intérêt sociétal par rapport à la souveraineté alimentaire et la souveraineté protéinique en particulier. Donc voilà, sonnette d'alarme. On a même eu vent que certains obtenteurs se disaient que si rien n'était fait, on passait la seconde, ou sinon c'était terminé, les programmes de recherche s'arrêtaient, quoi. Or, on ne peut pas imaginer qu'une culture qui a, le poids qui a été cultivé sur 700 hectares dans les années, 700 000 hectares de poids en 93 se retrouve à zéro en 2030. Quoi. Alors qu'on en a besoin pour le futur. On en a besoin pour le futur. Donc en fait, donc la FOP a pris un petit peu les choses en main avec l'interprofession et il a été constitué, il a été décidé avec certains obtenteurs, dont certains sont ici, je pense aujourd'hui, de créer un groupement de recherche génétique qui s'appelle P4Ever. D'accord. Donc l'objectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux à la fois l'objectif qui est dedans? L'objectif? Alors l'objectif, si vous voulez, c'est de ce programme de recherche génétique, c'est que les obtenteurs qui en font partie mettent en commun leur génétique, tout simplement. Alors c'est pas forcément une chose facile, parce que de confrères concurrents, on va se retrouver finalement collaborateurs, mais il faut vraiment, l'objectif, c'est que chaque obtenteur de ce groupe mette en commun la génétique pour gagner du temps. Alors je suis pas un professionnel de la génétique et vous pourrez peut-être, comment dirais-je, compléter, mais pour aller beaucoup plus vite dans la recherche de nouvelles variétés. Ça rappelle un peu ce qui a été fait avec la betterave? Oui, c'est sensiblement la même chose à l'échelle du poids, quoi. Donc l'objectif de ce programme-là, je crois que pour avoir des variétés, pour créer une variété, c'est 7-8 ans, donc peut-être que ce sera peut-être un petit peu moins long si vraiment on met les bouchées doubles. Et moi, agriculteur, comment dirais-je, et administrateur à la FOP, l'objectif, c'est, allez, on va être optimiste, c'est 1 tonne dans 10 ans. Parce qu'en fait, peut-être. Allez-y. Ouais, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, une étude Terre Innovia a été faite. La culture du pois dans les assolements, pour qu'une culture de pois protéagineux dans un assolement, quand on compare à une rotation céréalière, un type céréalière, colza, blé, orge, peut-être même un peu de betterave maintenant, il lui manque, pour être rentable dans la rotation, quasiment 1 tonne de rendement. Il manque 1 tonne de rendement. C'est-à-dire que, et plus vous êtes dans des régions productives, vous êtes d'accord, plus il faut monter en rendement. Donc en fait, de 30-40 quintaux, il faudrait qu'on passe à 45, 50, 55 quintaux. Et l'objectif du programme, c'est bien de gagner. Allez, c'est quoi? C'est un quintal par an pendant 10 ans. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce serait l'objectif. Ce qui est énorme, ce qui est ambitieux, mais il faut y croire. Mais si le poids était payé au prix du colza, ça irait? Oui, alors il y a une autre. C'est l'autre volet du revenu. Il y a une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le prix du pois, il existe un marché. Alors soit on ferme tout, donc on ferme tout, c'est-à-dire qu'on n'exporte plus, on n'exporte plus. Je suis pas forcément certain que ce soit la meilleure des solutions. Aujourd'hui, le pois, pour la partie alimentation animale, il est concurrencé par le prix du blé. Hein. On est bien d'accord. Plus le spread entre, je parle pour les fabricants d'aliments, plus le spread est élevé, plus le pois est cher et moins le blé est cher, je dirais, plus le blé est compétitif et plus le blé entre par rapport à son taux de protéines dans les formulations d'aliments. Voilà. Et après, il y a le marché de l'alimentation humaine, le food. Effectivement, là, avec des primes suivant un cahier des charges, qui est aussi assez intéressant, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. François, comment vous réagissez par rapport à cet objectif de gain? Oui, alors l'espèce pois est quand même une espèce assez jeune en termes de travaux sur la sélection. Donc c'est vrai qu'on reste optimiste dans le sens où il y a quand même une grande diversité à travailler
Et si on revient quand même un petit peu en arrière, on a travaillé déjà entre les pois feuillus et les pois à filat. Donc auparavant, il y avait des pois avec des feuilles qu'on peut retrouver encore dans les pois potagers. Quand on est passé à la fila, on a perdu quand même une partie de la surface pour faire de la photosynthèse. Mais par contre, on a gagné énormément en tenue de tige, etc. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui nous reviennent là-dessus en nous disant c'est vrai que les nouvelles génétiques de pois, elles se récoltent mieux, etc. Et je pense que ça, c'est un vrai point fort. Après, c'est vrai que les années climatiques compliquées, comme on vient de vivre, c'est dramatique pour les variétés inscrites. Mais par contre, pour nos sélectionneurs, c'est plutôt très intéressant parce que c'est dans ces années-là qu'on peut faire beaucoup de sélections et screener des génotypes. Et c'est vrai que les 10 dernières années climatiques qu'on vient de vivre, on les avait jamais eues avant en sélection. Et donc, voilà, il y a un pas de temps, on court un peu après le temps, mais je pense qu'on peut quand même être positif là-dessus. C'est que on travaille actuellement avec ces conditions climatiques difficiles à trouver des variétés qui vont être plus performantes par rapport à ces conditions-là. Mais vous avez quand même une visibilité. Est-ce que dans le pipeline, vous avez des merveilles qui vont pouvoir répondre à l'objectif ou c'est plutôt un peu vide ? Non, il y a des choses. Après, c'est vrai que la génétique, c'est pas une solution miracle. Donc, je pense que pour y arriver, il faut, c'est ce qu'on dit un petit peu, pour réussir à créer l'engouement sur cette filière, il faut que tout le monde y participe. C'est-à-dire que oui, la sélection doit amener des variétés avec plus de résilience aux aléas climatiques et potentiellement un meilleur rendement. Mais effectivement, il faut aussi que les débouchés se mettent autour de la table, puisque aujourd'hui, si vous produisez de la févrole en Champagne, par exemple, je suis pas sûr que ça soit évident de le collecter et ça embête peut-être plutôt le collecteur. Donc il y a une vraie question sur le débouché. Si on produit, qui est-ce qui l'achète et il y a quand même à quel prix. Donc voilà, je pense qu'il faut que collectivement il y ait quelque chose là-dessus. Sur les aides et les différents plans protéines, je pense qu'ils sont nécessaires à créer la filière et à la lancer. Par contre, derrière, si elle n'est pas autonome derrière financièrement et viable, enfin, que ça soit viable pour tout le monde, elle va retomber comme tous les différents plans protéines. Adrien en a parlé un peu. C'est vrai que la culture du pois protégéneux, est-ce qu'on y met vraiment ce qu'il faut pour que ça donne ou est-ce qu'on le considère comme une culture administrative un peu ? Voilà, oui, c'est un peu ça en fait. Aujourd'hui, le pois, il est... Enfin, alors peut-être, ça a mal pour un bien, mais donc tout ce qui est aide couplée, éco-régime, font qu'aujourd'hui, le pois est devenu entre guillemets, une culture administrative. Donc l'agriculteur, pour aller chercher ces 2 points d'éco-régime, il va faire 3% de sa SAU ou 5 hectares. Hop, donc il va semer ses pois et puis il va les semer. Et puis il va voir s'il peut les récolter. Et là, il y a véritablement un problème à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas l'ensemble des agriculteurs, c'est une partie. Mais parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il existe vraiment des producteurs de pois. Et il y a des gens qui font bien les pois. Alors, je ne vous parle pas des années comme cette année qui sont absolument catastrophiques pour les bons paysans comme pour les mauvais. Mais néanmoins, on s'aperçoit que les agriculteurs qui prennent plaisir à cultiver du pois, finalement, globalement, sur 10 ans, ils s'en sortent pas si mal que ça. Plutôt bien. Donc voilà, il y a une partie des agriculteurs qui font ça pour des questions, je dirais, réglementaires, administratives, et des autres qui sont vraiment des producteurs de pois, quoi. Mais je pense aussi, si vous voulez, aujourd'hui, donc il faut qu'on arrive à apporter cette connaissance technique, ces capacités techniques aux agriculteurs. Donc ça, c'est le travail des services techniques des OS, mais aussi de Terrinovia. Il faut vraiment qu'on s'y attelle. Je voulais juste rebondir sur ce que disait François, c'est qu'effectivement, dans la filière protéagineuse pois, on n'a pas... en fait, on est X acteurs de la pseudo-filière qui vivent les uns à côté des autres. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a véritablement un manque de concertation. Il faut absolument... Je suis très heureux que tu dises ça, parce qu'il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table, que ce soit de l'agriculteur jusqu'à l'industriel, finalement, au metteur en marché, je dirais, et qu'on s'accorde sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce qui peut faire que ça va aller mieux. On a tous à y gagner.
Nous, les agriculteurs, en premier, c'est une culture extraordinaire. C'est une culture, je l'ai dit, hein, écologique, machin, c'est un super précédent. Vous faites des blés extraordinaires, ça coûte pas trop cher à cultiver globalement. Mais voilà, donc il faut que nous, d'abord, effectivement, la base, gagne de l'argent, et qu'après, on peut aller jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, on a vraiment tous à y gagner. Et pourquoi il n'y a pas cet esprit de filière, on va dire, comme il peut y avoir dans l'orge brassicole? Alors, c'est pas le même prix, c'est pas. Il y a aussi une histoire de revenus, il ne faut pas se le cacher. Mais même, il n'y a pas une notion d'esprit de filière? Ben ça, honnêtement, je sais pas pourquoi finalement. Je sais pas pourquoi Céline, il n'y a pas François, d'esprit de filière. Ceci dit, c'est que pourquoi ne pas le créer maintenant? On est là, on est trois de la filière, donc on s'accorde. Et moi, je suis intimement convaincu que ça peut le faire, à condition qu'on y mette les moyens. Céline? Oui, je rejoins mes collègues. Jean-Paul, tu as raison. D'une culture administrative, je dirais aussi que c'est une culture carbone aujourd'hui. Et bien qu'on soit Scara, la première coopérative, on en est fiers à être certifié 14067, c'est-à-dire qu'on certifie notre démarche carbone. On sait que c'est très compliqué et que le métier d'agriculteur, de vendre du carbone, ça va être du carbone agricole, ça va être très compliqué. On arrive à compenser aujourd'hui pour un agriculteur 500 hectares d'économie de carbone. On a 9 agriculteurs qui sont encore en stock. Si on n'a pas les outils industriels, et c'est le premier métier c'est de l'agriculteur, c'est de nourrir la population et d'être en résilience et en souveraineté alimentaire, il me semble que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer sur cette partie-là. On importe du soja. Dans le sud-ouest, il y a une filière soja qui se monte. Et nous, aujourd'hui, les agriculteurs, quand ils veulent faire du soja, on leur dit que non, on ne sera pas compétitif au niveau logistique. Donc il y a un vrai dossier et les pouvoirs publics sont là aussi, peut-être. Et aujourd'hui, on peut structurer des choses. Aussi, à quand une communication finalement, à quand on dira qu'il faut manger 5 légumineuses par semaine, c'est pas seulement 5 fruits et légumes par jour. Et à partir de là, on touchera aussi le consommateur en lui expliquant qu'aujourd'hui, on n'est pas souverain sur ce poids, il me semble, et on est en capacité, effectivement, je pense aujourd'hui, de structurer des dossiers, des outils finalement de moyenne taille. En Grand Est, on a de formidables outils de très grande capacité. On a aussi des circuits courts, mais finalement, au milieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous y travaillez à la FOP, justement, à comment valoriser un peu mieux qu'aujourd'hui le poids? Ou les protéagineux? Non, pas spécialement, mais si vous voulez, il existe des... En fait, il n'y a pas de problème de débouché pour le poids. Il n'y a pas de problème de débouché. Aujourd'hui, les fabricants d'aliments du bétail, ils sont preneurs. Sauf que la problématique qu'ils rencontrent, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de volume. Il n'y a pas suffisamment de volume et vous ne pouvez pas, bloquer une cellule de 1000 tonnes avec 300 tonnes de poids parce que vous n'en avez pas suffisamment. Ils peuvent pas. Comment voulez-vous qu'un fabricant d'aliments fasse de la formulation avec si peu de volume? Et c'est vraiment, je pense, un des facteurs limitants. Si nous, les agriculteurs, on est capable de leur fournir 3 millions de tonnes, on peut produire 3 millions de tonnes de poids par an, ils vont y revenir au poids. Après, il y a d'autres problématiques, il y a les facteurs antinutritionnels pour les femmes, tas de choses qui pourraient être levées, je l'espère, par la génétique. Mais la problématique est là. Après aussi, peut-être qu'on a, au niveau des OS, mais je suis pas un peu sous le contrôle de Céline et tu m'en voudras pas, mais peut-être c'est compliqué à gérer les poids, c'est compliqué à manutentionner. C'est une manutention difficile, ça casse, ça use, et c'est encore plus compliqué quand on a des petits lots parce qu'on a l'autre et c'est pas possible, quoi. Donc moi je pense pas que ce soit un problème de, finalement, avant d'aller rechercher des trucs extraordinaire, faisons avec ce qui est faisable. Il y a la partie food, les protéines, les compléments protéines pour l'alimentation humaine. Ça, c'est un marché qui a vachement progressé depuis 10 ans, qui stagne un peu aujourd'hui, mais il y a un gros potentiel de marché là-dessus. Il faut savoir que les industriels français ou belges qui s'approvisionnent essentiellement en France, mais quand ils n'ont pas ce qu'il faut en France ou, autour de chez eux, ils vont chercher du poids des pays baltes, du poids canadien ou du poids... Voilà. Donc pour moi, il y a un marché. Et donc avant d'aller voir ailleurs, peut-être qu'il faudrait se concentrer sur ce qui existe. Adrien, une question qui tue pour finir. Ce constat, il ne faut pas être grand clerc de notaire. Enfin, il est évident, on aurait pu le faire il y a des années. Il y a eu plein de plans protéines et on est toujours tombé à côté
pourquoi on n'a pas su, ou ceux qui ont fait les plans protéines n'ont pas répondu à l'équation qui était posée? Pourquoi? Je vais vous faire une réponse, puisque de toute façon, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui pourraient y répondre. Je préfère ne rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises. Voilà. Mais le constat est qu'effectivement, ça n'a pas bien marché. Bon, là, on a quand même meilleur espoir, bien que les financements du plan protéines ont un petit peu été rabotés. Mais je peux vous dire qu'à la FOP, Benjamin, le président, qui est le directeur qui est arrivé, vont se battre corps et âme pour qu'on arrive à financer ce programme P4Ever et que les poids et les protéagineux en général soient la priorité de ce fameux plan protéines, quoi. François, pour finir, une autre question qui tue. Moins d'hectares, moins de semences certifiées, pas de financement à la recherche, c'est pas gagné quand même. Oui, bah, c'est sûr que, Thierry l'a dit en introduction, c'est une spirale négative, donc il faut vraiment qu'on arrive à financer ces programmes-là, sachant que voilà, c'est des cultures qui en sélection sont aussi potentiellement plus compliquées et plus coûteuses pour avancer. Donc il y a un réel enjeu sur le financement de cette recherche à moyen court terme. Oui. Un complément. Juste un peu. Donc, faut savoir que de toute façon, le levier principal pour le retour à des surfaces importantes de poids, ce sera la génétique, c'est le levier principal. On en est intimement convaincus, nous les agriculteurs. Alors après, c'est un petit peu prématuré d'en parler ici, mais par rapport au financement aussi. Alors peut-être pas à court terme, mais pourquoi pas parler de crives sur les protéagineux? Il me semble que ça n'existe pas. Pourquoi ne pas y penser? Alors, c'est pas très glamour quand on va avoir un agriculteur qui a fait 20 cathos en lui disant qu'on va lui taxer encore son machin, donc on va peut-être pas faire ça tout de suite. Par contre, à moyen terme, ça vaudrait peut-être le coup de se pencher sur ce genre de choses, très sincèrement. Alors justement, on va en débattre. On va allumer la salle. Qui souhaite réagir, prendre la parole? Allez-y, la première question, la première remarque. C'est pas forcément une question. Ah, pardon, je vous tends le micro. Si vous voulez bien vous lever et vous présenter. Vincent Béguier, Agri-Obtention. Donc c'était pour compléter un petit peu les propos de François. Moi je crois, et puis mettre un témoignage, je crois que le sujet alimentation humaine est vraiment un sujet important pour l'avenir du poids en France, puisque effectivement sur l'alimentation animale, on sera toujours en concurrence directe avec les prix mondiaux et puis d'autres matières premières protéiques, végétales. Je vais juste témoigner qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le volet génétique. Et que, en tout cas, côté Agri-Obtention, on est engagé dans des programmes financés par la BPI avec un groupe comme Rocket, où le sujet innovation sur la qualité de la graine, notamment pour ses usages alimentation humaine, sont travaillés. Donc c'est plusieurs millions d'euros qui ont été mis sur la table là-dessus. Et puis aussi dire que moi je me réjouis qu'il y ait un engagement avec quelques obtenteurs. On ne fait pas partie du groupe sur la génétique poids. Néanmoins, il y a des progrès très récents qui ont été faits avec l'architecture notamment des plantes qui arrivent. Un programme de sélection, ça met un peu de temps pour arriver. Et donc, juste témoigner que sur les 5 ans qui viennent, on est quand même sur des courts termes, il y a quand même de l'innovation qui arrive. Et par rapport aux problématiques, notamment maladies, on a même pu voir sur les pois d'hiver que les variétés les plus récentes s'en sortaient mieux quand même que l'essentiel de la sole. Donc ces deux sujets, valorisation, comment on valorise la graine par le levier génétique, et aussi mettre en avant la nouvelle génétique qui arrive et qui va être disponible pour les agriculteurs dans les 2-3 années qui viennent, sont vraiment des sujets importants pour relancer la culture. Et donc il faut continuer à accompagner ça. Et nous, chez Agri-Obtention, ce qu'on a vu aussi, c'est que la génétique, c'est vraiment un levier important, mais que si, au niveau agronomique, on ne fait pas les bonnes choses, on perd quasiment tout le gain qu'on a pu faire en génétique. Donc militer pour que Terrinovia nous accompagne fortement aussi sur le déploiement de cette culture auprès des agriculteurs, puisque je crois que c'est aussi un parent pauvre. Sur les grandes cultures, qui font beaucoup d'hectares, on a vraiment une très bonne maîtrise des terres techniques.
Sur le poids, malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, en tout cas sur la maîtrise de l'itinéraire technique et sur le porter à connaissance des agriculteurs sur comment cultiver le poids. Merci beaucoup pour ce message optimiste quand même sur la génétique et puis aussi le fait de travailler donc l'interaction itinéraire technique et génétique, oui. Oui, non, juste d'abord, comment dirais-je, effectivement, enfin j'ai peut-être été un peu maladroit, mais effectivement, depuis 10 ans, il y a des gros progrès génétiques qui ont été faits sur le poids. Je pense que si on refait des poids, des variétés d'il y a 30 ans aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elles germent. Non, mais voilà, effectivement, il y a eu des gros efforts de fait et globalement, c'est satisfaisant. Après, il faut qu'on accentue. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, je cultivais du Fresnel, après, j'ai fait du Furious, et puis maintenant, je fais du Foudre. Il me semble que c'est chez vous, ça. Donc tout va bien, et c'est des chouettes variétés. Hein. Voilà. Après, sur l'itinéraire technique, vous avez raison, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a, pour une grande partie des agriculteurs, il y a un problème pas de méconnaissance, mais enfin, c'est toujours délicat de dire ça de mes pairs, quoi, mais de méconnaissance technique, quoi. Je veux dire, on n'est pas au point. Et je peux vous dire que Terrinovia s'y attelle via les services techniques des OS, mais aussi les CETA, les GEDA, des chambres d'agriculture et tout autre, quoi. Non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est un point qui a été identifié, il n'y a aucun souci. Et pour la petite histoire, et j'arrête parce que je vais vous barber, voilà, c'est que en attendant ce renouveau génétique, en attendant que ça arrive, si vous voulez, à la FOP, on va essayer de créer des groupes pilotes auprès d'OS qui seraient partisans, qui seraient intéressés, hein, d'ailleurs, là, pourquoi pas l'ASCARA d'ailleurs. En fait, ce sont des groupes pilotes d'agriculteurs, des groupes de démonstration. En fait, c'est une vitrine pour montrer aux agriculteurs que il n'y a pas de fatalité dans la culture du pois. Ouais, ça peut mal se passer, mais ça peut aussi très bien se passer, à condition qu'on y mette les moyens. Donc un groupe pilote, encadré par les services techniques des OS, et lui-même encadré par les services par les ingénieurs de Terrinovia. Mais vous avez tout à fait raison, je rejoins votre propos. Changer d'image, investir sur la technique. Une autre remarque, un témoignage? Qui souhaite prendre la parole sur le poids ou les protéagineux en général? Oui, Thierry. J'ai bien entendu votre message, Monsieur Dupuis, et je m'en réjouis. Ce que je vous invite, c'est que l'on puisse se rencontrer assez rapidement. Et hier s'est tenue la journée des rencontres UFS Arvalis. Il y avait un peu plus de 130 personnes qui étaient rassemblées. Et on aimerait pouvoir développer avec votre institut technique le même type de relation pour que l'ensemble de la filière, les obtenteurs, les responsables de services techniques puissent se retrouver et échanger sur des thématiques dont nous avons besoin d'avoir un éclairage commun pour leur apporter les meilleures solutions. Aujourd'hui, je le dis sans aucune animosité, on a un petit peu de mal à avoir des relations très structurées avec notre institut technique sur ces cultures. Peut-être parce qu'effectivement, comme elles sont tombées un peu bas en termes de surface, elles sont un peu moins stratégiques et non plus l'être. Et on souhaite très sincèrement renouer le fil du dialogue et le fil des échanges avec votre institut. Mais, alors, je suis FOP, mais assez proche de Terrinovia. J'entends parfaitement, c'est une excellente idée. Grégoire, c'est enregistré, on s'en occupera. Il prend des notes, Grégoire, donc tout va bien. C'est entendu, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Esprit de filière, es-tu là? Qui souhaite réagir à nouveau? Pas de témoignage, pas de demande? Non? Bon, il ne nous reste plus qu'à vous applaudir. Céline Gillet, Adrien Dupuis et François Cuvelier.